law. You don't ever bring him in alive, now do you, Jake? Not when there's 3 of them and 1 of me. Nouvel épisode du podcast Spéculation by SoFilm avec Emmanuel Burdeau. Tu voulais, pour cet épisode, parler d'Alfred Hitchcock à travers la ressortie par Carlotta de 3 films de la période anglaise. Mais auparavant, nous allons aborder rapidement un film espagnol qui sort lui aussi le 29 novembre. Un premier film d'Itsaso Arana. Que tu as découvert en avant-première récemment, et je crois savoir que le film t'a évoqué des sentiments paradoxaux. Bonjour, oui, alors je pense que c'est juste de dire dans quelles circonstances on voit les films. Effectivement, il y avait une avant-première la semaine dernière, c'était mercredi dernier à l'Eldorado, en présence de Itsaso Arana, accompagné de quelqu'un qu'on, jusqu'à présent, je pense qu'on connaît un peu mieux qu'elle, qui est le cinéaste Jonas Trueba, qui en l'occurrence est le producteur du film. Et à ce moment-là, moi, je connaissais aucun des films de Jonas Trueba. Évidemment, ce film-ci, je l'avais pas vu, c'est son premier film. Et depuis, pour préparer dans les jours qui viennent de s'écouler, là, j'ai un peu rattrapé mon retard. J'ai vu les 3 films de Trueba dans lesquels joue Itsaso Arana, La Reconquête, Eva en août et Venez voir. Et puis j'ai revu une partie des filles vont bien, parce qu'on a cette possibilité maintenant assez souvent quand même de pouvoir voir ou revoir les films en avance chez soi. Quand j'ai découvert le film mercredi soir, j'ai été par moments très très impressionné, vraiment. Alors, en particulier par un moment, il faut peut-être dire en 2 mots de ce que raconte le film quand même. On peut le dire d'ailleurs sans gâcher du tout le plaisir, parce que le plaisir du film, il est pas lié au récit. De récit, il y en a d'ailleurs pas réellement. C'est 5 filles qui passent une semaine dans une maison l'été pour se retrouver et travailler à la préparation d'un spectacle de théâtre. Enfin, c'est avant tout pour passer du temps ensemble. Hein. Voilà. Et quand j'ai vu le film, qui a certains points communs avec les films de Trueba, mais c'est quand même autre chose. Le film s'appelle Les filles vont bien, et la question, l'affirmation et la question, ou plutôt la question et l'affirmation, reviennent un certain nombre de fois dans le film. Itsaso Arana, qui joue dans le film et qui est un peu celle qui a organisé ce séjour, régulièrement demande à ses amis, je parle pas du tout espagnol, je parle pas en espagnol. Alors les filles, ça va bien? Elles répondent, ça va bien. Et c'est un film qui va bien, lui aussi. C'est un film, et moi ça m'a beaucoup frappé, et même plus quand je l'ai vu. C'est un film dénué de ce que j'appelle, enfin pas moi, mais ce qu'on appelle un peu facilement d'affect négatif. C'est des filles qui sont là. Il y a un homme qui est introduit dans la deuxième partie du film, mais c'est quand même un film essentiellement féminin, et il n'y a entre elles aucune des rivalités, bisbilles, disputes que parfois on peut associer à, pas simplement à d'ailleurs des réunions entre filles, mais enfin ce genre de circonstances, de vacances où on sait qu'on peut se tirer la bourre parce qu'un tel a la meilleure chambre, un tel ceci, un tel fait la gueule, un tel est en retard, voilà, un tel, une telle, c'est pareil. Et de ce film, ce genre d'affect est complètement débarrassé. Alors, la question que je me suis posée un peu bêtement, c'est est-ce qu'on peut faire des films qui vont bien dans un monde qui va mal? On voit, parce que je pense que c'est quand même l'idée du film, c'est-à-dire on est dans un moment où c'est un film, d'ailleurs comme les films de Trueba, c'est un film qui est assez solaire. C'est un film qui, et c'est vrai que c'est pas des films qui courent les rues aujourd'hui, c'est un film qui croit encore, je sais pas d'ailleurs s'il faut dire encore, mais qui croit, je dirais tout simplement à la beauté du monde, à la beauté des gens, à la beauté des rapports humains, voilà, donc qui est comme une sorte de posture, je dirais presque volontariste à cet égard. Et bizarrement, cette sorte d'enchantement que j'ai ressenti en voyant le film la première fois, quand j'ai essayé de le revoir, et pour cette raison je l'ai pas revu en entier, parce que j'ai eu le sentiment de tout à coup de voir plutôt, disons un peu les coquetteries, ou j'allais dire les minauderies, c'est un peu méchant et c'est faux, mais quelques coquetteries, et plutôt tout à coup un film qui dans sa joie m'apparaissait un peu en circuit fermé, alors que au moment de découvrir, au contraire, je le trouvais très ouvert. Mais bon, on va pas s'attarder trop sur ce film, puis je vais te laisser la parole. Il y a un moment que j'ai trouvé, je dois dire, tellement extraordinaire, que j'ai pas revu là, mais que j'ai trouvé tellement extraordinaire l'autre soir à l'Eldo, que la suite du film m'a paru, je me suis dit, mais comment
le film va pouvoir se poursuivre après ce moment-là. C'est une longue discussion nocturne entre les 5 filles, qui sont dans le film toutes des actrices, et elles sont jouées par des actrices évidemment, mais qui sont des amies de Hitsasu Harada. Elles ont une longue discussion extrêmement bien filmée, en plus je trouve vraiment. Elles sont sur des transats, sur des sièges, certaines changent de position. Enfin, il y a une intelligence très forte, je trouve, des positions du corps, quoi. C'est un truc que le cinéma, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que se lever, s'asseoir, prendre son verre, le poser, regarder en l'air, tout ça est très, je dirais, millimétré, même si ça donne pas cette impression. Elles ont une discussion, elles sont jeunes, ces filles, peut-être les plus âgées, elles ont 35 ans maximum, hein. Il y a deux générations, hein. Il y a 2 actrices confirmées, qui sont vraiment des actrices confirmées. C'est ce qu'elle expliquait quand il y a 2 actrices vraiment confirmées du cinéma espagnol. Moi, je les connaissais pas. Et puis 2 jeunes actrices. C'est très beau aussi, cette idée. Et c'est 2 chambres, d'ailleurs. Il y a les 2 jeunes qui dorment dans la même chambre, et les 2 plus âgés qui dorment dans une autre chambre. Et puis Hitsasu Harada, elle est ailleurs, puisqu'elle est un peu en retrait, quoi. Et donc, elles ont cette longue discussion sur leur carrière d'actrice, sur les rôles qu'elles ont joués, et elles s'expriment tout à coup comme si c'était des vieilles actrices, quoi. C'est très beau sur l'expérience qu'elles ont, de rôles plus ou moins difficiles, et notamment de rôles où elles ont eu à jouer quelque chose en rapport direct avec la mort. Soit, moi je l'ai vu il y a quelques jours, je me souviens assez précisément, mais peut-être je me trompe un peu, soit parce qu'elles-mêmes devaient jouer quelqu'un qui meurt, soit parce qu'elles devaient jouer quelqu'un confronté à la mort d'un proche dans leur film. Et elles passent de là insensiblement à l'évocation de la mort qu'elles ont connue forcément dans leur propre vie, et d'abord de la mort de leur propre mère, puisque 2 au moins, je crois, ont perdu leur mère. Et moi, j'ai cru à ce moment-là qu'en fait, ce qui réunissait toutes ces filles, c'est qu'elles étaient toutes orphelines de mère. Et pendant un moment, je me suis dit peut-être les filles, c'est ça que ça veut dire, même si en espagnol, fille au sens de chica et fille au sens en anglais d'auteur est pas la même chose. Mais je me suis dit, tiens, c'est peut-être ça en fait. Et ça me plaisait beaucoup cette hypothèse de 5 filles ayant perdu leur mère jeune qui se retrouvent là avec beaucoup de gaieté, mais aussi évidemment avec quelque chose, hein, disons, quelque chose qu'elles partagent qui est évidemment pas gai. Et ce qui est magnifique dans cette scène, vraiment, où tout à coup, je dirais, on pense plus au fait que tiens, on est un peu chez Romer, on est un peu ailleurs. Non, là, on est devant le film qui se déroule et on n'est plus encombré de ses références. Ce qui est magnifique, c'est comment elle passe en gros, la question comment jouer la mort, avec des remarques un peu drôles en disant ah bah tiens, moi quand mon père est mort, je m'attendais à ce que ça dure, à ce qu'il fasse une tête plus ou moins comme ça. C'est-à-dire lier la mort vécue et la mort cinématographique comme une sorte de truc. Voilà comment elle passe de l'une à l'autre. Ça m'a, j'étais scié pendant un moment, et ça arrive après, je dirais à peu près 25 minutes de film. Le film est pas très long. Et ensuite, j'ai trouvé que le film avait un peu de difficulté, pour ma part, je dirais, voilà, à être à la hauteur de ça. Voilà. Mais je pense que toi, t'as pas le même regard tout à fait que moi sur le film. Moi, j'ai pu aussi être par moments un peu irrité, effectivement, par une telle douceur qu'elle peut en devenir mièvre, mais assez vite par l'empilement des histoires des unes et des autres. Moi, je trouve qu'au contraire, le film part d'un postulat d'inquiétude dont on essaie de se débarrasser. Le film part d'une société patriarcale qui joue comme décor, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle répète une pièce de théâtre qui est un conte hyper classique de princesse, où là s'exprime de manière très très symbolique mais très forte le patriarcat, et on est dans l'invention de nouveaux modes de relations, tels qu'on peut d'ailleurs les connaître parfois, je sais pas moi, dans les milieux autonomes, c'est-à-dire des relations faites de délicatesse, mais aussi d'horizontalité. Il y a quelque chose là, moi je trouve, qui opère par l'empilement des conversations, et pas seulement, aussi, comme tu l'as dit, dans des scènes où les corps sont mis en scène de façon magnifique. Moi, cette scène du clair de lune, par exemple, je la trouve... alors, elle fait référence à du cinéma classique, mais elle est incroyablement belle et quasiment burlesque, avec très peu de paroles, où une comédienne se retrouve au loin, détachée du premier plan, où 2 autres comédiennes commentent une conversation téléphonique qui est là, mais sous le clair de lune, 100 mètres plus loin. Oui, et ça, par exemple, c'est... Au retour de la fête. Au retour de la fête, qui est un moment aussi important du film. Et ça, moi, j'y vois en fait un geste très simple de cinéma, mais qui touche une vraie poésie, quoi, par exemple. Comme c'est quelqu'un qu'on connaissait, moi non, mais j'ai découvert qu'on connaissait par l'intermédiaire de João Trueba, qui est un cinéaste qui a acquis une certaine réputation. Pour moi, elle est, même si j'ai découvert son film en premier,
elle était quand même en second. C'était pour moi d'abord un élément de son travail à lui. Et je trouve que c'est un film, pour autant que ça ait du sens, qui d'un strict point de vue cinématographique est d'une grande agilité et d'une grande force, vraiment, disons, de mise en scène, voilà. C'est-à-dire, avec parfois des choses qu'on trouve pas dans ses films à lui, qui est pourtant un cinéaste plus aguerri. Bon. L'autre question que je me pose, mais dont, à mon avis, on aura à reparler dans d'autres podcasts à venir, si Dieu nous prête vie, c'est pas facile à formuler. J'ai l'impression qu'on est un des traits de cette époque, c'est quand même d'attendre que le cinéma, peut-être plus qu'à d'autres époques, et encore, mais donc j'avance avec prudence, c'est d'attendre que le cinéma représente les choses, ou montre les choses telles qu'on le voudrait qu'elles soient dans la réalité. Et là, alors on peut employer le mot d'utopie, qui est quand même extrêmement facile, je me demande s'il n'est pas dans le film. Et voilà, et ma question c'est, est-ce que c'est vraiment une question, est-ce que c'est le rôle du cinéma? C'est-à-dire, là, effectivement, les rapports, peut-être à des très rares exceptions près, ne sont pas tels qu'on les connaît dans la vie. Cette horizontalité, bien entendu, cette douceur, aussi tout simplement, mais on va pas faire de remarques à la con sur le fait qu'elles logent dans une très belle maison, mais aussi tout simplement leur mode de vie. Moi, j'accepte tout à fait. Elles sont dans une maison superbe, elles ont vraiment magnifique. Une spectatrice, d'ailleurs, l'autre jour, elle l'a fait remarquer, mais c'est vrai, la maison est magnifique. Elles font la cuisine ensemble. Ça, je vais pas leur poser des questions sociales ou mais d'où vient la maison, ça, bébête. Mais le film est socialement marqué quand même. Ouais, effectivement. Marqué de quelle manière tu dirais? Il est dans une certaine classe sociale. Ouais. Voilà, on pourrait, je sais pas comment la qualifier, mais je lui ferai pas ce reproche parce qu'il y a bien d'autres manières pour un film, disons, d'être politique ou d'être intéressant à un point de politique que simplement être juste par rapport au portefeuille de tel ou tel personnage. Mais la question que je pose, voilà, c'est là, je dirais qu'il y a une telle distance entre. Je trouve ça bien que le film s'appelle Les filles vont bien, voilà, parce que c'est une affirmation mais est-ce qu'on a besoin, quand tout va mal, d'un cinéma qui va bien? Voilà, pour moi, la question. Je dirais par exemple, il y a quand même. J'entends ce que tu dis sur l'inquiétude, même si je l'ai moins perçu que toi, et en même temps. Il manque pour moi quand même un peu ce que j'appellerais d'un mot qui a beaucoup servi dans le cinéma, un peu de cruauté. Ce que j'appelle cruauté n'est pas forcément des rapports violents entre les gens, des disputes, des choses comme ça, mais quelque chose d'un peu qui accroche un peu plus. Moi, je pense que c'est exactement là l'intérêt de ce film, c'est d'essayer de se débarrasser de ça. Mais alors, plutôt que sous une forme utopique, ce serait plutôt des formes de vacances estivales. C'est-à-dire le film, à la fois le film part en vacances, mais il fait vacances aussi du pouvoir, des rapports masculins, quoi, justement de cruauté, de violence, etc. Et c'est tout l'intérêt, moi, à mon avis. Donc je comprends ton reproche, mais je dirais que c'est la qualité du film. Je donnerai pas suite parce que faire vacances du pouvoir est une expression tellement bien trouvée que je te laisse le dernier mot très volontiers. Et donc on peut venir à un cinéaste que je vous propose de découvrir. C'est ma découverte. Hein. Bon, alors. Bon, 3 films. Ouais. 3 films ressortent là aussi le 29 novembre. Et alors, ces 3 films qui sont liés par leur époque, parce qu'ils sont tous tournés, je crois, entre 35 et 38, si je dis pas de bêtises. Donc, les 3 films, il s'agit des 39 marches, Une femme disparaît, qui est le dernier d'ailleurs en date, et Jeune et innocent. Et Jeune et innocent, voilà, qui le précède. Hein. Donc, c'est 35, 37, 38, je crois. Donc voilà, des films d'avant-guerre. Je pense d'ailleurs que l'arrivée de la guerre joue pour beaucoup dans chacun des films. La menace de la guerre, la menace hitlérienne. Et explique-nous un peu pourquoi tu voulais parler d'Hitchcock, parce que c'est probablement un des cinéastes les plus commentés au monde depuis des décennies. J'imagine que c'est difficile de dire des choses sinon neuves, en tout cas un peu qui renouvellent légèrement la... Moi, j'ai pas nécessairement prétention à dire des choses nouvelles sur Hitchcock, mais c'est 3 films surtout 2 d'ailleurs des 3, Les 39 marches, Une femme disparaît, c'est des films que j'ai vus depuis l'adolescence. Ça, c'est des découvertes que je dois à mon frère aîné, et c'est des films que j'ai beaucoup revus depuis. Et voilà, c'est des films qui ont été vraiment importants.
Les 39 marches et Une femme disparaît pour je dirais, la mise en route de mon intérêt pour le cinéma. Et c'est des films que j'aime énormément, ce qui est, je pense, le cas de beaucoup, beaucoup de gens. Et j'avais envie qu'on en parle parce qu'il se trouve que je les ai revus. J'ai revu presque tous les films d'Hitchcock il y a 2 ou 3 étés. Et donc ces 3-là, et que revoyant les films d'Hitchcock, j'en viendrais presque à donner raison à ceux qui, et que je prenais longtemps un peu pour des snobs, qui pensent, ou qui penseraient que la période anglaise est supérieure à la période américaine. Parce qu'il y a, alors t'as parlé du contexte hitlérien, mais qui est en train de, enfin, hitlérien ou pré-guerre en tout cas, qui est effectivement, enfin, je m'en dis plus, mais peut-être il est prégnant en effet. Mais ce qui est très frappant dans les films anglais, c'est qu'il y a une forme de décontraction, de vitesse, et d'éléments politiques dont je vais essayer de parler un peu, social et politique pour être précis, élément qui sera beaucoup moins présent ou présent différemment dans les films américains. C'est-à-dire que les films américains, Hitchcock, et certains le lui reprochent, devient vraiment une espèce de grand artiste, de conceptuel, disons, très fort. Mais là, d'abord, c'est des films des années 30, et je me dis souvent, quand je vois des films des années 30, que c'est peut-être la plus grande décennie de l'histoire du cinéma, pour des raisons pas très compliquées. C'est que c'est la première décennie du parlant, donc il y a encore un vrai émerveillement à l'égard de la possibilité qu'il y ait du bruit au cinéma. Et là, le bruit est très présent. C'est ce dont je voudrais parler un petit peu, c'est-à-dire le bruit de la foule, de la rumeur, du commentaire, de tout ce qui se produit autour du couple principal, parce que les 3 films, c'est 3 couples qui se constituent un peu par hasard, au hasard d'une sorte de cavale. Hein. On est à chaque fois dans un scénario de type faux coupable, avec des couples qui se forment comme ça pour échapper au danger ou pour essayer de résoudre quelque chose. Bon. Donc les années 30, ouais, je trouve que voilà, cette espèce de brouhaha des années 30, je l'aime énormément. Et puis, décennie bordée évidemment par la découverte du parlant, et bordée de l'autre côté évidemment par la guerre, quoi. Et puis c'est pour moi peut-être la seule décennie, mais cette hypothèse est sans doute un peu rapide, où le cinéma a vraiment été populaire, dans le sens où, dans les 2 sens du terme, si on peut dire, populaire auprès du public, mais populaire aussi dans son accès dans sa possibilité de représenter, disons, le peuple, disons. Et je dois dire que moi, c'est ce qui m'intéresse vraiment dans ces 3 films. Mais alors, bon. Et alors, sous quelle modalité Hitchcock, selon toi, dans ses films, représente le peuple? Alors, je pense que ces 3 films, ils sont assez connus. Je vais quand même dire un mot de ce qu'ils racontent, mais je pense qu'ils sont connus. Donc, si je me trompe pas dans l'ordre chronologique, donc les 39 marches, film dans lequel on trouve beaucoup de choses que Hitchcock reprendra après. Hein. Les 39 marches, c'est comme une sorte de première version, on l'a beaucoup dit, de la mort aux trousses. Mais il y a l'idée du couple enchaîné par les menottes. Il y a la balle qui est arrêtée par un livre religieux, je crois une Bible même dans une veste, qui est un détail que Hitchcock a repris tel quel aux Espions de Fritz Lang. Donc l'influence langienne est présente. Il y a beaucoup de choses. Il y a le faux. C'est évidemment un scénario de faux coupable. Bon. Et puis il y a ce couple. Bon, c'est une histoire d'espionnage, et c'est une sorte de cavale à travers l'Écosse, je pense et puis jusque Londres. Bon, une femme disparaît, ça se passe essentiellement dans un train, et c'est une jeune femme qui s'inquiète de la disparition d'une femme plus âgée avec qui elle a lié un peu amitié, et qui va faire équipe avec un jeune type qu'évidemment elle trouve au début insupportable pour la retrouver, et elle ne va rencontrer que des gens dans le train qui vont lui dire « Mais de quelle jeune femme vous parlez ? Cette femme n'a jamais été dans le train. » Évidemment, parce qu'ils ont tous intérêt, plus ou moins, à ce que... D'ailleurs, je vais y venir, parce que les intérêts que les uns et les autres ont à ce qu'on nie l'existence de cette femme sont des intérêts très différents. Voilà. Il y a les méchants, mais qui ont fait disparaître cette femme, mais les autres aussi, pour d'autres raisons, des raisons plus directement, je dirais, justement, sociales ou de convenance, mais je vais y venir. Et puis, jeune et innocent, où un jeune homme est accusé du meurtre d'une femme parce qu'il était là lorsque son cadavre a été retrouvé sur la plage, et il va chercher à se disculper, en particulier en partant à la recherche de son manteau, puisque c'est la ceinture d'un manteau qui a servi à tuer cette femme. Il veut donc montrer que ça n'est pas la ceinture, qu'il a un manteau, mais que ça n'est pas celui-là. Bon. Les histoires de choc sont pas faciles à résumer. Lui-même disait, n'était pas très, la vraisemblance n'était pas son souci numéro 1. Dans les entretiens avec Truffaut, il ironise à plusieurs reprises sur ceux qu'il appelle nos amis les vraisemblables. Donc c'est pas son problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est
Dans les entretiens avec Truffaut, Hitchcock utilise une expression qui est très belle. Il dit, quand on fait du cinéma, il faut remplir la tapisserie. C'est-à-dire, il faut trouver quelque chose il faut occuper la totalité du cadre. Et ce qui occupe la totalité du cadre, ce qui occupe le cadre dans ces 3 films, c'est d'abord ce couple central. Mais ce couple central, à travers ce qui s'apparente à une sorte de road movie, d'une certaine façon, enfin, un film d'aventure qui traverse des espaces, hein, que ce soit en train, en voiture. En train, la femme disparaît, en voiture dans les 2 autres. Donc ces couples vont faire une série de rencontres. De personnages évidemment secondaires qui vont donner lieu à des épisodes plus ou moins comiques. Très important pour moi que ce sont 3 comédies quand même. Il y a même un moment dans Jeune et Innocent, où, je crois, où les 2 personnages principaux s'étonnent eux-mêmes de rire et dire on ne devrait pas rire, mais tout ça, voilà, c'est quand même l'idée qu'il y a un élément comique très fort qui est toujours présent chez Hitchcock, mais qui dans les films américains va de plus en plus, on va dire, s'ossifier ou se glacifier. Il y a un glacis hitchcockien que là on trouve pas du tout. C'est des films vraiment de liberté voilà. Bon. Mais j'essaie d'en venir à mon point. Et ce qui me frappe, c'est à quoi ressemblent les personnages qui sont autour du couple principal. Si on prend Une femme disparaît, dans le train, il y a les méchants qui ont fait disparaître cette dame, Madame Miss Froy, mais il y a aussi 2 Anglais qui sont dans ce train qui les ramène en Angleterre et qui, eux, ne sont obsédés que par une seule chose, c'est de pouvoir rentrer à temps pour assister à un match important de cricket, et qui, pour cette raison, et pour cette raison seule, vont nier avoir croisé cette femme parce qu'ils ne veulent pas que le train soit reporté. Il y a également un couple illégitime, dont on comprend qu'elle voudrait obtenir que lui divorce, lui ne veut pas, on comprend que lui est un peu lâche, et pour la même raison, parce qu'ils ne veulent pas que leur présence dans le train soit repérée, ils ne veulent pas se faire connaître, ils vont prétendre, eux c'est un peu plus compliqué, mais ils vont prétendre n'avoir jamais croisé cette Miss Froy. Parce que, c'est pareil, ils voudraient surtout pas qu'on arrête le train, qu'il va témoigner auprès de la police. Voilà. Et très souvent chez Hitchcock, je donnerai peut-être des exemples dans d'autres films, mais très souvent chez Hitchcock, on s'aperçoit que le danger ou les obstacles ne viennent pas simplement et même je dirais ne viennent pas d'abord de tel ou tel personnage mal intentionné parce qu'en gros il travaille pour l'ennemi, mais viennent d'un poids extrêmement lourd des conventions sociales. Et il y a chez Hitchcock, je trouve une fascination et une terreur, dont il a beaucoup parlé, je crois, pour simplement le fait que les conventions, la politesse, nous obligent presque autant que d'avoir sur soi un flingue pointé. C'est-à-dire que très souvent, les personnages ne font pas une certaine chose, ou en font une parce que les convenances le permettent ou ne le permettent pas. Dans les 39 marches, il y a une scène comme ça où le couple trouve refuge dans une auberge, et l'aubergiste la femme aubergiste croit avoir reconnu un couple illégitime ou des jeunes amoureux qui en fuite de leur famille, et pour cette raison, parce qu'elle croit avoir reconnu cette figure romanesque là, en gros accepte de les cacher. Et lorsque leurs poursuivants viennent pour les débusquer, elle va s'abriter derrière un autre usage social qui est qu'elle n'a pas le droit de servir d'alcool passé une certaine heure, donc elle les met dehors en disant mais vous voulez pas quand même que... Voilà. Et c'est très fréquent chez Hitchcock. Et ce qui m'intéresse énormément, je pense qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il y a une misanthropie de la part d'Hitchcock parce que ces 2 Anglais, par exemple, ils sont absolument odieux, ils sont prêts vraiment à tuer père et mère pour assister à un match de cricket, qui est quand même pas un truc de la première importance. Ils mentent, ils n'arrêtent pas de commenter, on comprend que c'est vraiment des racistes, ils n'arrêtent pas de commenter ce qu'il y a autour d'eux, ils sont intéressés que par le cricket, et dès que quelqu'un leur dit qu'il est plus important que le cricket, ils les regardent comme si vraiment c'est eux qui avaient tué père et mère. Et en même temps, lorsqu'il y aura une scène d'action, lorsqu'il faudra défendre le train contre des assaillants, ils seront plutôt courageux tous les 2. Donc je pense que l'hypothèse d'une misanthropie hitchcockienne est pas tout à fait la bonne, et je pense qu'il y a vraiment D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que il y a une empreinte sociale qui est très forte dans ces films. C'est quand même des films où ils montrent la foule, le brouhaha, la foule, les bousculades. Et le début des 39 marches, on est au spectacle et une sorte de music hall où apparaît notamment, mais pas simplement, Mr. Memory, qui va être extrêmement important, qui va réapparaître dans la dernière scène, où le type qui a
qui est un type qui sait absolument tout et qui, nous dit-on, mémorise, je sais pas quoi, 500 nouvelles informations par jour. Et donc, on doit lui poser des questions et ça donne lieu à une espèce de scène ouais, vraiment très, on va dire très, très popu, même où les uns et les autres lui disent « Ouais, quel âge a Mae West, quel âge a Mae West ?» et le provoque, tout ça, avant qu'un incident survienne, hein, puisque on sait que ce qui intéresse beaucoup Hitchcock, c'est quand même toujours l'idée que il y a une situation, et puis c'est qu'est-ce qui va venir interrompre cette situation. Mais moi, ce qui m'intéresse, je dirais, c'est moins l'interruption de la situation. Par exemple, dans l'Inconnu Nord Express, le mec qui est au milieu des spectateurs de tennis et qui est le seul à ne pas tourner la tête pour suivre la balle. Moi, je dirais que ce qui m'intéresse là, c'est moins l'interruption de la situation, qui est la signature Hitchcockienne, que pour que l'interruption de la situation soit forte, il faut que la situation ait été posée elle-même comme forte. Et chez Hitchcock, il y a une force vraiment plastique, physique, de l'usage social, qui moi vraiment, mais surtout dans les années 30, me fascine, parce que, entre autres, parce que je pense qu'elle est beaucoup plus complexe. Elle donne lieu à de la satire, évidemment. Dans Jeune et innocent, il y a une scène typiquement hitchcockienne de repas familial, où la jeune femme, qui ne croit pas encore tout à fait en l'innocence du faux coupable, et qui est la fille c'est Chief Constable, j'ai revu le film sans sous-titres, je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais disons qu'il a un poste, il est haut placé dans la police. Et donc il y a une scène comme Hitchcock en fera beaucoup, par exemple, dans L'ombre d'un doute, où le père et les enfants, surtout les 4 enfants, les fils, discutent du crime avec cette délectation très britannique de cette délectation très britannique pour les affaires criminelles dont il parle comme si, le pauvre va, oh là là, l'heure qu'il est, il doit être mort de faim, tout ça, comme si c'était vraiment le feuilleton du samedi soir, quoi. Et c'est odieux, et ça inquiète évidemment beaucoup la jeune femme, et ça donne lieu à quelque chose dont Hitchcock parle aussi très bien à Truffaut, qui est son obsession de filmer 2 choses à la fois. Donc il filme la conversation et puis la terreur qui monte, ou la hantise qui monte sur le visage de la jeune femme qui se dit, mais le pauvre, qu'est-ce qui va lui arriver? Mais en même temps, je ne crois pas qu'il y ait... il y a 2 autres scènes dont je voudrais parler, donc là, je vais te laisser un peu la parole pour reprendre mon souffle, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait avec la tapisserie, voilà. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'il peint la société que traverse à chaque fois ce couple central? Il y a une satire. C'est des gens, effectivement, souvent indifférents, qui sont prêts à tout pour, non, même pas sauver leur propre peau, mais sauver leur emploi du temps, leur rendez-vous, leur match, les apparences. Donc on pourrait vraiment les prendre en haine, parce qu'il y a un côté comme ça, une sorte d'indifférence froide, c'est-à-dire vous pouvez bien mourir, mais moi, excusez-moi, j'ai rendez-vous. Ou dans Jeune et innocent, la scène de l'avocat est extraordinaire. On lui attribue un avocat d'office qui est une espèce de caricature. Oui, il y a tout un fond tous, dickensien aussi chez Hitchcock, un truc très... Moi, je suis très grand, comme beaucoup fan de Dickens. Il y a un côté... j'aime beaucoup qu'il arrive à... Les personnages principaux, en général, ils sont vraiment définis par un seul trait, comme personnage secondaire, comme chez Dickens. Et là, ce vieil avocat arrive et est extrêmement poli, mais complètement à côté de la plaque. Et il dit, mais quelle belle journée. On va pas se laisser déprimer par une affaire de meurtre. Hein. Quelle belle journée, vraiment. Faut garder la pêche, quoi, ce jour-là. Et l'autre est horrifié, évidemment, parce qu'il est en train de jouer sa peau. Et son avocat se préoccupe avant tout de sa rémunération. De sa rémunération, dans un deuxième temps. Et on va dire, comment on dit, sauver les formes, ou, tu sais, quand on te dit, c'est plus que sauver les apparences. Il y a une expression comme ça, voilà. Évidemment, la forme, pour Hitchcock, c'est pas rien. Moi, je pense, avec tout ce que tu dis, à cette scène très fameuse de Jeune et innocent qui clôt le film, ce bal et ce concert où là, justement, il y a tout un jeu de satire sociale avec une foule aussi. Et puis plein de corps de métier représentés, dont les flics à l'extérieur notamment, les serveurs, les musiciens, et puis cette armée de danseurs, et puis ce couple là un peu claudiquant qui se met à danser là au milieu aussi et à être un peu différent justement de toute la danse et toute la forme habituelle de la danse. Non mais c'est bien qu'on parle de cette scène parce qu'elle est capitale. Oui, parce que, alors, je termine juste ma question. Est-ce que dans cette scène, il n'y a pas
déjà les prémices, enfin, c'est-à-dire tout ce que tu aimes de ce cinéma-là, avec une présence sociale très très prononcée, mais aussi un tour de force technique qui vient peut-être annoncer le futur Hitchcock. Ouais, c'est parce que c'est dans cette scène qu'il y a un mouvement d'appareil très compliqué, qui part même pas de la salle de bal, mais qui part du hall de l'hôtel, et qui du hall de l'hôtel traverse, sans doute en escamotant une cloison, mais je suis même pas sûr, traverse toute la salle de bal, donc une caméra, sans doute une grue, pour aller chercher, toujours dans le même plan, le visage, et en très gros plan. C'est assez extraordinaire parce que on a presque l'impression que quand il s'approche de son visage, c'est comme si le plan change de nature, que le visage de... Bon, c'est difficile à décrire, mais le plan, en très gros plan, le visage du coupable, qui a la double particularité, et là, je pense que ça pourrait donner lieu aujourd'hui à des études très, très, très intéressantes, disons, parce que ce personnage, il a la double particularité d'être affecté d'un clignement de l'œil qui permet qu'on le reconnaisse, donc c'est toujours le fameux détail qui vient déranger l'ensemble chez Hitchcock, mais il a une autre particularité à laquelle Hitchcock ne pouvait pas être sensible autant que nous à l'époque, tout génial qu'il ait été, c'est qu'il est grimé en noir, c'est un blackface. Et il serait or aujourd'hui, ce qu'on voit avant tout, c'est le blackface, sinon autant, sinon plus que son clignement. Et ce qui est intéressant aussi, et ça, je sais pas si Hitchcock le refait dans d'autres films, c'est que à ce moment-là, le couple qui est formé de la jeune fille et d'un vieux clochard, à qui on a passé un habit pour qu'il puisse être accepté dans cet hôtel chic, le couple et le clochard sont complètement perdus. Ils ne le trouvent pas. Et c'est la mise en scène elle-même qui vient désigner le coupable. Ensuite, le coupable va se trahir parce qu'il reconnaît quand même dans le public ce clochard qu'il a déjà croisé. La chanson aussi désigne le coupable déjà dans une scène précédente ça, je me souviens plus. La chanson qui s'appelle, je crois, The Drummer Boy ou The Drummer Man. Parce qu'il est batteur dans un orchestre. Alors, je laisse de côté l'aspect blackface, mais quand même qui est frappant aujourd'hui, et qui va donner lieu d'ailleurs un tout petit peu plus tard, enfin à la toute fin du film, mais parce qu'on est vraiment là, proche de la fin, à un moment où on va lui effacer son maquillage, un peu comme le maquillage de Daniel Gélin au début de L'homme qui en savait trop reste entre les mains de James Stewart. Mais dans cette scène, justement, il y a donc ce vieux clochard qui avait volé le manteau, enfin il en porte 4 ou 5, mais il avait volé notamment celui-là, qui a été transformé en lord, enfin en faux lord anglais, parce que magnifique. Eh ben, il y a quelque chose là, dans ces années-là, la division du monde en classe sociale a encore, si je puis dire, des traductions, je dirais, théâtrales directes, c'est-à-dire, ça donne lieu à de la comédie. Le fait que t'es riche, t'es pauvre, c'est le rapport de classe est directement incarné dans une capacité ou pas à porter telle chaussure, à danser, à être à l'aise avec ses manchettes, tout ça. Et ça j'aime énormément. Enfin, c'est une chose dont Danet a beaucoup parlé aussi. Il y a un moment dans le cinéma que je saurais pas dater où ça disparaît, où le rapport de classe peut-être donne lieu à des versions plus violentes, mais aussi des versions moins visibles, c'est-à-dire où il n'y a plus la comédie du rapport de classe. Et la comédie du rapport de classe, moi je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement précieux comme comédie, mais aussi comme je sais pas, comme moyen d'intelligence. Est-ce que c'est pas très britannique aussi? C'est sans doute très britannique. C'est sans doute, en effet, oui, non, mais absolument. Oui, mais ça permet de voir des choses quand même. Voilà. Et le cinéma français, dans les années 30, oui, c'est quelque chose qu'on trouve sans doute chez Renoir, qu'on trouve chez Renoir absolument, mais qui n'est pas effectivement un trait spécifique, qui n'est pas un trait où le cinéma français s'est particulièrement illustré. Les récits de ces 3 films, ce sont des personnages qui se retrouvent à traverser un certain nombre de situations sociales dans lesquelles ils s'engluent. Parce qu'il y a cette idée, quand on entre dans une situation chez Hitchcock, on y est comme englué, on peut pas en sortir. Alors il y en a plein. Il y a dans Jeune et Innocent, les deux fuyards, si je puis dire, se retrouvent dans un anniversaire, et tout à coup, la situation sociale est tellement forte qu'ils ne peuvent pas s'en extraire. Voilà. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il y a je dirais, tout sauf faire scandale. Et comment s'en sortir? Voilà. Dans Une femme disparaît, j'en ai déjà parlé un petit peu. Et dans Les 39 marches, il y a un moment, pour moi, absolument magnifique, mais on n'aura évidemment pas le temps de dire tout ce qu'on pourrait dire là-dessus, où le fugitif, qui s'appelle Hannay, échappe à la police, et c'est toujours l'idée, il faut un moment ou un autre se fondre dans la foule, il faut un moment ou un autre disparaître, et après on va réapparaître en faisant tâche, mais moi ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que la situation, à un moment, engloutit tout, quoi, voilà.
Et donc, pour échapper à la police, il se mêle il y a une parade dans la rue, voilà, comme ça on ne le voit pas, il participe à la parade, et puis il atterrit, comme ça, il voit une porte ouverte, il y va, et il atterrit dans un meeting politique, où il est salué comme le Messie, parce qu'on pense que c'est avec lui l'orateur. Bon, donc situation sociale, je dirais situation sociale et politique au carré, puisque c'est un meeting politique. Le meeting politique comme situation sociale et le meeting politique comme politique. Bon. Et on le pousse vers la tribune, où il finit par prendre la parole, parce que, encore une fois, tout sauf dérangé, quoi. Il cache le fait qu'il a quand même une menotte au poignet, et il commence à improviser un discours politique. Là, on est dans la satire, c'est un discours politique complètement creux. Je suis heureux d'être parmi vous. Il y a encore 10 minutes, je ne savais pas que je me trouverais devant vous, mais quel bonheur. Et là, c'est déjà intéressant, parce qu'il commence à dire la vérité. C'est-à-dire qu'au début, sa parole est vraiment, une satire du meeting politique comme espace creux, on va dire. Et puis, dans un deuxième temps, il dit, et il va rencontrer l'acclamation de la foule, parce que dans un deuxième temps, il décrit sa propre situation. Il dit, mais soyez bien convaincus que je sais ce que c'est, comme vous, que d'avoir le monde contre moi, que d'être seul, que d'être poursuivi, que de ne pas pouvoir dormir, que de ne pas pouvoir manger, ce qui est exactement ce qu'il vient de vivre. Non seulement ce retournement est très inattendu, mais je pense qu'il est peut-être une clé. C'était le premier grand texte de Truffaut sur Hitchcock, s'appelait Un trousseau de fausses clés. Il est peut-être une clé pour comprendre que à travers cette description des fonctionnements sociaux, Hitchcock vise autre chose qu'une satire. C'est-à-dire que là, tout à coup, on sait bien que Hitchcock s'est retourné le cliché, et là, on n'est plus dans le cliché du meeting politique comme parole creuse, mais par une sorte de hasard et de renversement, cette parole dit la vérité et est juste, disons, dans cette situation, elle est juste politiquement. J'adore cette scène pour ça. Ensuite, il est interrompu, et il va d'ailleurs le prendre très bien, parce qu'il va dire au vrai orateur, il lui dit, écoutez, je crois que j'ai bien chauffé la salle pour vous, vous pouvez y aller. Et c'est un moment extraordinaire. Et je ne sais pas si on doit finir, mais je terminerai quand même par dire une chose, c'est que il y a une autre clé, c'est que au fond, là, de quoi je parle? Je dis, il y a les personnages au centre, et puis il y a tout ce qui traverse dans la périphérie, on va dire, enfin, autour de ce qui traverse, qui est autour d'eux, qui est les repas mondains, puisqu'à chaque fois, il y a des grandes familles, des gens, il y a toujours chez Hitchcock, on s'introduit dans une circonstance mondaine, et puis on essaye de rester poli, tout en jouant des regards, il est fabuleux là-dessus. Et puis, il y a évidemment les apparitions d'Hitchcock. Il y en a une dans chacun des films. Dans les 39 marches, il apparaît vers la fin, et je dirais que ça, sans doute, c'est une erreur qu'il ne refera pas, puisqu'on sait bien qu'ensuite, et déjà à l'époque, mais ensuite, il ne réapparaîtra plus jamais à la fin, puisque pour lui, c'est important d'apparaître au début pour ne pas que le spectateur soit distrait de l'histoire et le guette. Mais, et Hitchcock, à l'époque, c'est déjà Hitchcock. C'est-à-dire, il est gros. Il n'y a pas d'autre manière de décrire Alfred Hitchcock. Il est gros. Et, au fond, je me dis, cette position qui est celle d'être périphérique, c'est la sienne aussi, en fait. C'est la sienne dans le plan. Parce que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, enfin, tout le monde en a parlé, que ce type qui évidemment souffrait de son allure, en tout cas, donc, qui ne se pensait évidemment pas comme étant ni Cary Grant, ni Robert Donat, avec qui il fait 39 marches, ait quand même voulu être là. Il a quand même voulu être là, et quand il est là, on voit qui il est, quoi. Et je me dis que là, il y a quelque chose que peut-être dans ses films, lui aussi, il s'inclut dans cette tapisserie-là. Donc je pense que c'est aussi des films qui sont porteur d'un rapport au fond, je pense, positif presque par la force des choses, à la présence des corps, à la présence populaire, à toute cette espèce d'agitation, parce que c'est des films où il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de mecs qui se donnent des coups de poing, beaucoup de gens qui jurent comme des charretiers, beaucoup de journalistes un peu qui cherchent machin. Il y a dans Jeune et innocent, il y a une scène dans une espèce de relais, je crois, de relais pour le routier ou des voilà. Et je pense que à ce moment-là, peut-être après, ce serait différent, mais c'est pas si simple. Hitchcock, il fait partie de cette valtaille-là, d'une certaine façon, qu'il représente, je trouve, quand même, là, de manière extraordinaire. Les scènes j'ai déjà aimé les scènes de foule, les scènes de spectacle, les scènes elles sont géniales. Et ça, c'est un sujet qui a beaucoup, une fois de plus, je dirais, beaucoup intéressé Danet, c'est vrai. C'est comment est-ce qu'on passe. Il y avait un moment où le cinéma arrivait, pour qui on pourrait presque dire que c'était naturel que de filmer plein de personnes ensemble dans le cadre. Voilà. Et
c'était la lecture de l'année de l'histoire du cinéma, c'est que l'histoire du cinéma, c'est une désertification progressive. Ce qui est, comme d'habitude, de sa part, pas très positif. Mais en tout cas, là, puisqu'on est là, on est au milieu des années 30, il y a cette possibilité-là, et qui est pleine de vitalité, pour revenir peut-être aussi à un truc du début de l'émission, quoi. Du podcast, qui est pleine d'une vitalité qui peut être odieuse, mais qui n'est pas uniquement odieuse, quoi. Voilà. Il y a beaucoup de joie dans ces films. Même chez les méchants d'une femme disparaît, il y a ce truc extraordinaire où il se bagarre avec le type qui ressemble un peu à Dalio, d'ailleurs, l'acteur français, où il se bagarre dans le wagon des bagages, et puis il pense s'être débarrassé de lui, et puis il reparaît, le type, 10 minutes plus tard, avec un grand sourire, ce qui leur fait horreur, mais il y a quand même cette idée d'un grand sourire, je trouve, ouais, et c'est quand même 3 films assez géniaux. Merci Emmanuel. Merci. Bounty Law. You don't ever bring them in alive, now do you, Jake? When there's 3 of them and 1 of me.